de traiter la question du transhumanisme et de l'évolution de l'homme. C'est un problème que j'aborde d'un point de vue méréologique, c'est-à-dire partie et tout. Mon objectif, c'est de savoir si l'être humain, c'est-à-dire en tant que corps, ici on va avoir une thèse très matérialiste, assez éloignée de ce que je présente d'habitude avec le platonisme qui est le corps, l'âme, etc. Là, on va vraiment être matérialiste, on va essayer de savoir si la personne, c'est-à-dire l'identité, est-ce que c'est du fait de son corps ou non? Est-ce que c'est la totalité de son corps qui est pris en compte? Ou alors est-ce que, si jamais dans le cadre, comme on le verra, de l'avancée de la médecine, etc., avec les prothèses, les greffes, si effectivement on peut considérer qu'il y a une perte d'identité, entre guillemets, en fonction d'une perte corporelle. Alors, ma position vis-à-vis du transhumanisme est marquée par plusieurs choses. Premièrement, des films que j'ai vus quand j'étais petit, L'homme bicentenaire, qui m'a vraiment marqué, du fait qu'il y ait une transition entre une machine qui devient un être humain, c'était quelque chose qui m'a vraiment interpellé, mais aussi des films, on va dire, plus classiques, comme Terminator, ou encore des films plus récents. J'ai en tête District 9, par exemple, qui m'a assez mis mal à l'aise, on va dire. J'ai eu du mal, je l'ai d'ailleurs pas terminé ce film, parce que ici c'est pas une transhumanisation robotique, mais c'est la transformation du corps humain, c'est quelque chose qui me met mal à l'aise. Et les films de ce même réalisateur, les films suivants, comme Elysium par exemple, m'ont réconcilié avec une forme de transhumanisme. Dans Elysium, c'est un exosquelette, c'est de la machinerie une fois de plus, mais ça m'a en quelque sorte réconcilié, notamment aussi avec Chappie par la suite, qui parle vraiment de l'aspect robotique et de la possibilité de transférer la conscience dans une machine. Je vois aujourd'hui par exemple les vidéos de Boston Dynamics où on voit des machines humanoïdes traverser des obstacles, etc., ou même qui ressemblent à des chiens. C'est quelque chose qui est assez dérangeant, parce que on voit l'évolution très rapide en fait de ces technologies, et pour moi qui cherche à retrouver, on va dire, des valeurs un peu plus humanistes, plus anciennes, etc., voir l'évolution du numérique, de la technologie, c'est quelque chose qui pas me pose problème, mais qui me fait me poser des questions, en tout cas, vis-à-vis de l'avenir de l'être humain et de l'avenir de la place de la machine dans la société aussi. Le test de Turing, c'est on place un être humain face à un ordinateur, il dialogue avec quelqu'un, et en fait, il ne sait pas si c'est une machine ou un réel être humain. Et de l'autre côté, dans une autre pièce, on met soit un être humain derrière un clavier, soit c'est un algorithme, une machine. Et en fait, il y a plusieurs machines qui réussissent le test de Turing. C'est-à-dire qu'on prend un panel de je ne sais combien de personnes, on les fait dialoguer avec une machine, et à la fin, ils disent qu'ils pensent avoir dialogué avec une vraie personne. Et ça, c'est très perturbant. Et il y a un film sur ça qui s'appelle Ex Machina, qui est basé sur cette idée-là du test de Turing, avec l'aspect humanoïde, où là, c'est plus un ordinateur, c'est vraiment une femme, d'ailleurs, robotisée avec des prothèses, etc. Et il y a certaines conférences qui sont faites où on a des êtres humains qui sont... lapsus, d'ailleurs, des robots qui ont des visages d'êtres humains, et c'est d'autant plus perturbant de constater cette frontière-là entre les deux. La question de cette vidéo est très socratique. Elle revient à se demander qu'est-ce que X, qu'est-ce que l'homme, ici. Et pour tourner cette vidéo, j'ai choisi ce lieu, le musée de l'homme, du fait de son nom, premièrement, mais aussi parce qu'il représente le parcours de l'humanité. Alors, quand je prononce le mot homme, c'est homme avec un grand H, c'est-à-dire l'être humain en général. C'est-à-dire, qui sommes-nous, d'où venons-nous et où allons-nous? Alors pour traiter la question qu'est-ce que l'homme, et pour faire le lien avec l'Antiquité une fois de plus, j'ai décidé de parler du bateau de Thésée. C'est un problème que l'on retrouve dans le livre de Plutarque qui s'appelle Vie parallèle. L'objectif de cet auteur de l'époque romaine est de traiter les vies des hommes illustres, des personnages mythologiques, des personnages politiques, etc. et d'essayer de voir si on peut les mettre en commun, les points communs par exemple entre Thésée qui a fondé Athènes et Romulus, Rémus qui ont fondé Rome. Il y a un passage donc qui s'intitule, alors il n'est pas nommé comme ça, mais qui relate le bateau de Thésée. Le problème est le suivant. Thésée part en voyage, comme tout héros mythologique grec, il prend la mer, et il possède un bateau de bois. Ce bateau, au fur et à mesure de ses trajets, de ses voyages, va être endommagé par les batailles, par la mer, etc. Thésée revient au port, et il va modifier son bateau, il va le réparer, en fait, et il va modifier, alors pas Thésée directement du moins, mais
l'architecte du bateau va remplacer les pièces usées par des pièces neuves, des pièces de bois. Au fur et à mesure, on arrive à un bateau qui est entièrement rénové, entièrement remplacé par des pièces qui sont de meilleure qualité, de meilleure facture. Le problème est le suivant. On a un nouveau bateau de Thésée, et si l'architecte du chantier naval a conservé toutes les planches qui étaient usées, et qu'il remonte l'ancien bateau de Thésée avec toutes les pièces qu'il avait et qui sont usées, et bien en fait on possède deux bateaux de Thésée. Le problème est donc de savoir lequel est le réel bateau de Thésée. Est-ce que c'est le nouveau, qui a été conçu au fur et à mesure des années, ou est-ce que c'est l'ancien, c'est-à-dire l'originel, d'un point de vue purement, une fois de plus, matérialiste? La question de l'identité est la suivante. Est-ce que c'est le fait de perdurer dans le temps comme une étiquette, en fait, c'est-à-dire bateau de Thésée, c'est une étiquette qu'on place sur un objet. Est-ce que c'est ça l'identité, ou est-ce que c'est la reconnaissance de quelque chose d'originel? Et ce problème, il est lié profondément au transhumanisme et à la question de l'être humain, encore plus aujourd'hui. On pourrait l'aborder d'un point de vue purement physiologique et biologique, c'est-à-dire que on entend souvent que le corps humain se régénère tous les 7 ans. Alors, c'est plus ou moins juste. Il y a des éléments du corps humain qui mettent beaucoup plus de temps. Alors là, c'est vraiment au point de vue cellulaire. Par exemple, les os mettent plus de 20 ans à se régénérer, etc. Il y a même des cellules qui ne se régénèrent quasiment pas dans le corps humain pendant la vie. Mais en tout cas, cela revient à dire que nous sommes en quelque sorte un paquet de cellules et que, au fur et à mesure, ce paquet se dégrade. Et c'est un peu étrange dit comme ça, mais si on récupérait chacune des cellules que l'on perd au fur et à mesure de la vie, on serait capable de faire un tas de cellules de ce qu'on était avant, comme le bateau de Thésée, et on serait capable, alors ça n'aurait pas la forme humaine, mais on serait capable du moins, d'un point de vue de la masse et de l'occupation de l'espace, de récupérer des cellules qui ont appartenu à notre corps humain. Mais ça nous paraît absurde à quiconque de nommer ce tas de cellules comme étant une personne, un être humain. C'est pas du tout la même chose. Alors, cette idée est très abstraite parce qu'elle est très infime, elle fait partie du microscopique, mais si on a un point de vue un peu plus macroscopique, si on a un point de vue un peu plus gros, on peut parler de parties du corps humain. Et là, le problème devient d'autant plus intéressant. Avec la médecine, on a de nouvelles prothèses qui sont mises en place pour les personnes qui ont eu un membre amputé. On a même des prothèses robotiques de plus en plus, qui fonctionnent très bien d'ailleurs, qui sont assez étonnantes. On a la capacité maintenant de faire fermer la main avec simplement des capteurs sur une épaule, etc. Ou alors au niveau de la jambe, ou même au niveau du cerveau. On arrive maintenant à faire diriger une extension du corps humain qui est une machine, en plaçant des capteurs au niveau du cerveau. Donc là, on est vraiment dans du transhumanisme cérébral, neurologique, etc., qui est beaucoup plus poussé. Mais ça pose le problème de l'identité comme le bateau de Thésée. Si jamais, on peut faire l'expérience de penser ensemble, imaginez que vous perdez un bras, une jambe ou un membre quelconque, et qu'on vous le remplace par une machine ou par une prothèse qui n'est pas forcément robotique, quelle sensation ça procure. Peut-être d'ailleurs parmi vous, il y en a certains qui ont des prothèses, donc libre à eux de partager leur expérience. Au-delà même des parties du corps visibles, comme un bras ou une jambe, il y a aujourd'hui des greffes qui sont effectuées, des greffes d'organes vitaux internes au corps qui ne sont pas visibles, mais qui posent tout de même problème pour les hôtes. Une personne qui va avoir une transplantation cardiaque, donc qui va obtenir le cœur d'une personne décédée, ou alors un cœur artificiel, on remarque qu'il y a un certain nombre d'études, d'un point de vue psychologique, qui sont effectuées pour comprendre les différentes étapes d'adaptation. Au premier lieu, avant l'opération, essayer d'accepter l'idée qu'une partie de quelqu'un d'autre va aller à l'intérieur de nous, pendant l'opération et toute la période post-chirurgicale, et aussi durant les années qui vont suivre. Il y a beaucoup de témoignages vis-à-vis de ça qui montrent que des personnes qui ont reçu un cœur ou alors même des reins ou un poumon, eh bien, ils vont avoir du mal à s'y faire et il y a énormément de suivi psychologique pour les personnes de ce type. Il y a plusieurs raisons à ça. Alors, la première, c'est d'imaginer qu'en fait, la personne qui a donné, c'est vraiment le don, eh bien, elle est décédée. C'est en quelque sorte un élément d'un cadavre qu'on a tiré et qu'on a remis à l'intérieur d'un corps vivant, donc d'un point de vue psychologique, c'est très problématique. Et il y a aussi l'idée de ce don, en réalité, la possibilité de continuer cette vie à travers le don d'une personne morte et aussi de sa famille.
c'est un point qui revient souvent en fait dans les études en psychologie sur ce thème-là, c'est que les personnes qui ont reçu un organe ont en fait une dette impossible à rembourser auprès de la famille de la personne défunte. Et il y a même certains cas où, plus étranges, un peu plus, je sais pas, un peu plus mystiques, psychologiques, spirituels, où en fait des personnes qui ont reçu des transplantations cardiaques témoignent d'une affection pour les personnes que le défunt a aimées. Et c'est d'autant plus étrange parce que ici, pour reprendre l'idée de l'identité, eh bien, on se rend compte que la personne n'est entre guillemets plus elle-même. En fait, elle pense d'une autre manière, elle a eu un impact différent, elle va penser peut-être comme la personne de laquelle elle a reçu cet organe. Alors, les gens qui sont à 100% matérialistes ne vont pas avoir forcément un problème vis-à-vis de ça, mais j'ai toujours tendance à croire qu'il y a du psychosomatique, qu'il y a une liaison corps et âme. Et d'autant plus dans la considération de l'évolution de son corps, voire même aux portes de la mort. Je pense à Socrate, par exemple, qui, au moment où il va boire la ciguë pour se suicider, dira que Socrate n'est pas le corps, en fait. La personne Socrate, c'était son âme, plus que son corps. Donc en fait, l'identité, ce n'est pas le corps humain, ce n'est pas la fonction matérielle extérieure, etc., pour des auteurs comme Platon, par exemple, ou même d'autres. C'est vraiment l'âme et la capacité de reconnaître au fur et à mesure de l'évolution de la vie singulière la mémoire, le souvenir de la personne, etc. Et peut-être que c'est ça, en fait, l'identité, pour reprendre le thème de l'homme en général, de l'humanité, peut-être que c'est ça l'être humain. C'est-à-dire que ce n'est pas le corps qui a évolué au fur et à mesure de l'histoire, mais c'est peut-être son héritage historique, culturel, etc. Et, bon, vous le savez maintenant, peut-être même psychologique avec les thèses de Jung et de l'inconscient collectif. Alors avant de conclure, une fois de plus, et comme à mon habitude, merci au Musée de l'Homme de nous avoir accueillis, de nous avoir permis de tourner dans leurs locaux. C'était vraiment une occasion en or pour illustrer mon propos à travers l'évolution de l'être humain et aussi dans la galerie consacrée à son avenir. N'hésitez pas à répondre à cette question, est-ce que le corps humain est simplement la partie, le tout, etc. La question est ouverte. Merci pour votre attention, merci pour votre temps d'écoute, et on se retrouve comme d'habitude dans 2 semaines pour le prochain épisode. Merci. Un transhumanisme. Alors, c'est comme les statues grecques. À la fin, on n'en peut plus, tu vois.